Bonjour, bienvenue sur la plateforme eSchool. Je m'appelle Lenga Angel Barissa, professeur du lycée d'enseignement général en mathématiques en service au lycée bilingue de Bipanda. Nous allons traiter ensemble les anciennes épreuves de mathématiques du BPC du Cameroun. Surtout, n'oubliez pas de rester scotché, pensez à prendre des notes, mentionnez vos commentaires, vos observations ou vos questions en commentaire. Nous comptons sur vous sur un max de likes et de partage. À tout à l'heure. Coucou chers apprenants. Comme convenu, nous allons commencer par la correction du BPC session 2021. Vous savez que une épreuve maintenant contient deux parties, deux grandes parties. La partie A basée sur l'évaluation des ressources et la partie B basée sur l'évaluation des compétences. Nous commençons donc par la partie A. En grand temps, nous avons l'activité numérique. À l'exercice 1, on dit pour chacune des questions suivantes, une seule des 4 réponses proposées est juste. Ça veut dire qu'on vous pose une question, on vous propose 4 réponses à choisir. Donc parmi ces 4 réponses, il y a une seule qui est exacte. Donc vous devez juste cliquer sur la lettre qui correspond à la bonne réponse. Bien. Ici, diable au petit 1, on demande l'écriture scientifique du nombre grand A. Ce que nous allons faire, c'est prendre le nombre grand A de nous-mêmes et calculer son écriture scientifique. Déjà, dans un premier temps, vous allez voir que ici, là, nous avons 21. 21, donc, c'est quoi? 21, lorsqu'on passe à la décomposition en produit de facteurs premiers, 21, c'est 3 fois 7. 21, nous avons 3 fois 7. Ensuite, vous allez vous rendre compte que le 7 de 21-ci, que j'écris là, ce 7, va donc se simplifier avec le 7 qui est au dénominateur. Ça, c'est déjà dans un premier temps. Par la suite, maintenant, nous allons nous occuper des puissances de 10. Ici, nous avons 100. On sait bien que 100, c'est quoi? 100, c'est 10 au carré. Et maintenant, nous allons mêler cela à toutes les autres puissances de 10 du numérateur. Ça veut dire que nous allons prendre l'exposant de 10 au carré, que nous allons additionner à cet exposant-ci, qui est moins 4, également avec cet exposant-ci, qui est 6. C'est donc cela qui va nous donner 10 exposant 4. 5 n'a pas de problème puisque 5 n'a pas été simplifié, donc 5 reste au numérateur. Au dénominateur, nous allons faire le même processus de calcul des puissances. Donc, 10 exposant moins 1, nous aurons moins 1 là, qui va également s'additionner avec l'exposant de 10 exposant 8. C'est donc ce qui nous donne 10 exposant 7 au dénominateur. Par la suite, donc, nous avons bien 3 fois 5 fois 10 exposant 4 sur 10 exposant 7. Maintenant, nous allons déplacer l'exposant du dénominateur qui va rejoindre celui du numérateur en changeant de signe. Et nous avons bien par la suite 3 fois 5 qui nous donne 15 que voici. Et 10 exposant 4 moins 7. Et au final, nous obtiendrons 15 fois 10 exposant moins 3. Nous savons que pour obtenir l'écriture scientifique d'un nombre, il faut écrire ce nombre sous la forme A fois 10 exposant P, où A est un nombre ayant un seul chiffre non nul avant la virgule. Vous vous rendez compte qu'ici, en laissant 15, nous n'avons pas fini notre travail parce que là, nous avons deux chiffres avant la virgule. Donc, nous ramenons 15 comme étant 1,5 fois 10 exposant 1. Et le 10 exposant moins 3, comme nous avons au départ, n'a pas bougé. Et par la suite, donc, nous allons manipuler les exposants de 10, 1 que voici, qui va s'additionner à moins 3 que voici. Et pour finir, nous aurons donc grand A qui est égal à 1,5 fois 10 exposant moins 2. Donc, si vous vous référez bien aux réponses proposées tout à l'heure, la réponse exacte était la réponse B. Nous passons donc à la deuxième question. On dit des scientifiques ont mesuré la taille des ailes de certaines chauves-souris qui vivent à Yaoundé. Vous avez le tableau statistique qui représente les tailles en centimètres et les différents effectifs dont nous avons ce tableau-là. Par la suite, on vous demande quelle est la moyenne de cette série statistique. Vous avez toujours 4 réponses proposées, A, B, C et D. Qu'est-ce qu'on va faire donc? Nous allons nous-mêmes calculer cette moyenne au brouillon. C'est ça le principe. C'est qu'ici, vous n'avez pas besoin de justifier le calcul que vous faites. Vous effectuez vos calculs au brouillon et vous proposez juste la lettre qui correspond à la bonne réponse. Bien. Nous allons calculer la moyenne de cette série statistique. Nous savons quoi? Une série statistique définie de cette façon. Pour calculer la moyenne, qu'est-ce qu'on fait? On fait la somme des produits effectifs fois modalité.
Donc, nous aurons 20 fois 22, plus 21 fois 20, plus 22 fois 28, plus 23 fois 17, plus 24 fois 13. Et c'est donc ce que nous allons obtenir ici plus bas. Donc, nous avons ces différents produits. Nous faisons la somme des produits. Et on divise cela par l'effectif total. Ce qui va nous donner 21,79. Donc, la réponse exacte ici était la réponse C. Mais, dans ce cas, nous nous rendons compte que la réponse A aussi est valable. Donc, quand vous placiez A ou C, toutes les réponses étaient valables. Bien. Par la suite, question 3, on demande la forme factorisée de l'expression B. Qu'est-ce que je fais? Je vais également au brouillon. Bien sûr, nous avons toujours 4 réponses proposées, A, B, C ou D. Je vais d'abord aller factoriser B normalement. Nous allons vous rendre compte que dans l'expression de B, le facteur commun ici c'est 5x moins 9. Puisque j'ai 5x moins 9 au carré, je vais détacher. Identifier dans le facteur commun, le mettre en facteur. Vous allez donc vous rendre compte que on va mettre 5x moins 9 en facteur. Dans la première expression que voici, quand je mets 5x moins 9 en facteur, il va également rester 5x moins 9. Dans la deuxième expression que voici, quand je vais mettre 5x moins 9 en facteur, ici, il va tout simplement rester 1. Et par la suite, donc, quand je mets 5x moins 9 en facteur, on se retrouve avec 5x moins 9 moins 1. Et je vais donc réduire ce deuxième facteur. Et c'est ce deuxième facteur réduit qui nous donne 5x moins 10. Mais ce n'est pas fini. Parce que dans ce deuxième facteur, vous vous rendez compte que notre premier terme, on a 5x, le deuxième terme, on a 10. On peut donc trouver un facteur commun là, parce que je sais que quand j'ai 5x, 5x c'est quoi? C'est 5 fois x. Et lorsque j'ai 10, on a dit 5x c'est 5 fois x. Et lorsqu'on a 10 que voici, 10 en fait c'est quoi? C'est 5 fois 2. Et vous allez vous rendre compte qu'avec cette décomposition, donc, on a un nouveau facteur ici qui sera tout simplement 5. Et je vais donc mettre 5 en facteur là. Vous voyez donc qu'avec ce détachement, j'aurai 5 en facteur. On va donc rester là. Il va rester ici x. Et là, il va rester moins 2. Et le 5 là, puisqu'il est là au milieu, me gêne un peu. Qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement le remettre au début. Et j'ai ma forme factorisée. Et en se référant donc, la forme factorisée finale, c'est 5, facteur de 5x moins 9, facteur de x moins 2. Et la réponse exacte était la réponse D. Par la suite, on donne le nombre A que voici. Et on demande son écriture sous forme de fraction irréductible. Toujours est-il, nous avons 4 réponses proposées là. Qu'est-ce qu'on fait? On va au brouillon, on prend grand A et on va calculer grand A et voir la réponse qui correspond. Bien. Nous allons d'abord commencer par la priorité des calculs. Ici, nous avons comme opération prioritaire, il y a déjà la division que voici. Ensuite, il y a également l'élévation à la puissance qui est tout aussi prioritaire. Donc, cette division, nous savons bien que pour diviser deux fractions, on prend la première, donc je vais prendre 5,5, et je vais multiplier par l'inverse de 5 sixièmes. Donc, l'inverse de 5 sixièmes, c'est 6 sur 5. Et c'est donc ce produit-là qui va donc nous donner 30 sur 10. Au niveau de l'élévation à la puissance, vous allez voir que 3 demi élevé au carré, ce sera 3 au carré sur 2 au carré. Ce qui va donc nous donner 9 quarts. Donc par la suite, ici déjà, quand j'ai 3 dixièmes, après simplification, vous allez voir que j'ai 30 dixièmes autant pour moi. 30 divisé par 10, c'est ça qui nous donne 3. Et également, là, nous pourrons opérer déjà une simplification. Puisque j'ai 9 quarts, je pourrais simplifier 4 et 2. Ou alors ne pas simplifier du tout. Et tout simplement multiplier 2 par 9. Qui va donc nous donner 3 quarts plus 3 moins 18 quarts. Vu que 3 quarts et 18 quarts ont le même dénominateur, on pourra les calculer ensemble. Donc on les rapproche ici pour pouvoir effectuer le calcul tous les deux. On va donc obtenir moins 15 quarts. On va donc obtenir moins 15 quarts qu'on va additionner avec 3. Là, ce sont des calculs de fractions tout à fait élémentaires pour obtenir donc à la fin moins 3 quarts. Et la réponse exacte pour cette question était la réponse C. Au grand B de l'exercice 1, on vous donne des affirmations et vous devez pouvoir justifier si elles sont vraies. Vous devez pouvoir dire si elles sont vraies ou fausses. Pas besoin de justification.
La première affirmation est la suivante. Le nombre C que voici est un entier naturel. Vous devez dire si c'est vrai ou pas. Qu'est-ce que je fais? Je vais également au brouillon. J'ai le nombre C et je le calcule. Donc, on va seulement développer. Puisqu'ici, son nombre est sous la forme A plus B, facteur de A moins B. On sait bien que c'est A carré moins B carré. Ça fait 3 racines de 2 au carré qui va donner 18. Parce que 3 au carré, c'est 9. Racine de 2 au carré, c'est 2. Ce qui va nous donner 18 moins 4. Et 18 moins 4 est égal à 14. 14 qui est bel et bien un nombre entier naturel. Donc, cette affirmation était vraie. Par la suite, maintenant, on vous donne l'encadrement de racine de 5. Vous devez pouvoir dire si 3 mots racine de 5 est compris entre 0,76 et 0,77. Qu'est-ce que je fais? À partir de l'encadrement de racine de 5, je vais devoir encadrer 3 moins racine de 5. La première des choses ici, d'abord pour moi, serait d'encadrer moins racine de 5. C'est-à-dire, je pars de l'encadrement qui m'a été donné plus haut et je multiplie chaque terme de l'encadrement par moins 1 pour avoir l'encadrement de moins racine de 5. Et vous savez bel et bien que dans une inégalité, lorsque les termes ou les membres sont multipliés par un nombre négatif, le sens de l'inégalité va changer ou alors on peut déplacer les bornes. Voilà donc ce qu'on obtient par la suite en encadrant moins racine de 5. Ici, nous allons tout simplement déplacer les bornes. Après cela, maintenant, nous allons ajouter à chaque terme de cet encadrement la valeur 3. Et on obtiendra donc 0,76 à gauche et 0,77 à droite, qui est exactement ce qu'on a posé à la question, d'où cette affirmation est vraie. À l'exercice 2, la première tâche est, à la première question, en utilisant l'algorithme d'Euclide, montrer que le PGCD de 370 et 378 et 270 est 54. On connaît le principe de fonctionnement de l'algorithme d'Euclide. Vous avez deux nombres, dont le plus grand au départ sera le dividende et le plus petit qui est 270 sera le diviseur. Le principe de l'algorithme d'Euclide est qu'à chaque fois qu'on va effectuer les divisions successives, on va prendre en compte uniquement le reste. Et quand j'ai le reste, les prochains éléments qui seront dividendes et diviseurs seront les diviseurs et les restes de la division précédente. Nous allons effectuer cette division plusieurs fois jusqu'à ce qu'on obtienne un reste nul, comme c'est le cas ici. Et en ayant obtenu un reste nul, la question qu'on se pose c'est, avant ce reste nul-là, quel était le reste non nul? Et on se rend donc compte que le dernier reste non nul est 54. Donc le PGCD de 378 et de 270 est 54. Question 2. Pour une kermesse, un comité de fête dispose de 378 canettes de jus et de 270 canettes de bière. Il veut faire le plus grand nombre de lots identiques en utilisant toutes les canettes. Donc ici, toutes les canettes doivent être utilisées. Petit a, déterminons le nombre de lots identiques qu'il pourra placer sur un certain nombre de tables en utilisant toutes les canettes. Qu'est-ce qu'on fait? Ce nombre de lots identiques est tout simplement le PGCD, donc le plus grand diviseur commun de 378 et de 270. Ici, pas besoin de faire des calculs vu que la question 1 nous a permis déjà de déterminer ce PGCD. On répond tout simplement qu'il s'agit de 54 lots. À la question B, on vous demande de déterminer la composition de chacun de ces lots. Ça veut dire que dans un lot, on a combien de canettes de bière, on a combien de canettes de jus. Qu'est-ce que je fais? Pour avoir le nombre de canettes de bière, de canettes de jus dans chaque lot, je prends le nombre de canettes de jus, 378, que je divise par le PGCD, ce qui me donne donc 7. Donc dans chaque lot, nous aurons 7 canettes de jus. Et pour le nombre de canettes de bière, je prends le nombre de canettes de bière que j'avais au total, 270, divisé par le PGCD, ce qui me donne 5. Donc nous aurons 5 canettes de bière dans chaque lot. En grand 2, c'est l'activité géométrique, exercice 1. L'unité de longueur est le centimètre. ABC est un triangle tel que AB égale 4,5, AC 7,5 et BC égale 6. Nous devons tracer le triangle ABC et démontrer que ce triangle est rectangle. Nous connaissons le principe de construction d'un triangle. On commence toujours par le côté le plus long et à l'aide du compas, nous allons tracer progressivement les deux autres côtés. Donc, voilà le schéma que nous obtenons ici. Nous devons maintenant démontrer que ce triangle est rectangle. Qu'est-ce que je fais? Je prends la longueur de chaque côté que j'élève au carré. Donc, on a AB carré
qui donne 4,5 au carré. Le résultat est là. BC carré, ça fait 6 au carré qui est 36. Et AC carré, ça fait 7,5 au carré qui est 56,25. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que AC carré, que voici, en fait, est égal à AB carré plus BC carré. Donc, le triangle est rectangle en B d'après la réciproque de la propriété de Pythagore. Ce qui est toujours important à mentionner parce que ce résultat s'obtient uniquement grâce à cette propriété réciproque. Donc, il faut toujours mentionner que nous avons utilisé la propriété réciproque de Pythagore. Petit 2, on demande de placer les points E et F sur la figure. Donc, les points E et F étant déjà placés là, on nous demande de démontrer que les droites EF et BC sont parallèles. Bien. Qu'est-ce que je fais? D'après ma figure, je vais prendre AE. Je dois montrer que EF, la droite EF est parallèle à la droite BC. On va donc prendre le quotient AE sur AB. Après, prendre le quotient AF sur AC. Quand nous prenons AE sur AB, on obtient un tiers. Et AF sur AC, on obtient un tiers également. Donc, vous constatez avec moi que les quotients AE sur AB et AF sur AC sont égaux. Et la position de E sur la droite AB est la même que celle de F sur la droite AC, ce qui provient de ces égalités-là. Donc, les droites EF et BC sont parallèles d'après la réciproque de la propriété de Thalès, qui est toujours importante à mentionner parce que c'est d'après cette réciproque-là que nous pourrons déduire le parallélisme entre ces droites. Donc, il est toujours important de mentionner la propriété réciproque ou la propriété utilisée en général. Bien. Maintenant, pour nous ici, il est question de calculer la longueur du segment EF. Bien. Dans le triangle ABC, puisque EF est parallèle à BC, alors, d'après la propriété de Thalès, toujours important à mentionner parce que c'est la propriété de Thalès qui nous permet d'avoir ces résultats, nous aurons les différentes égalités entre quotients. Et ici, nous allons prendre les quotients qui nous permettent de manipuler la longueur du segment EF. On a donc 1,5 sur 4,5 égale à EF sur 6. On tire donc EF facilement, ce qui nous permet d'obtenir que EF est égal à 2. De ce calcul, nous devons pouvoir déduire l'aire du trapèze EBCF. Nous savons tous la formule de l'aire d'un trapèze, grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. Et nous l'appliquons aisément vu que nous avons toutes les informations sur les distances. On obtient donc que l'aire du trapèze EBCF est de 12 cm². À l'exercice 2, on considère trois droites comme sur le schéma. Voici la droite D1, voilà la droite D2. Et là, nous avons la droite D3. Nous sommes bien sûr dans un repère orthonormé. On donne également trois équations cartésiennes. La première question, c'est associer à chacune de ces droites son équation cartésienne. Là, nous avons le résultat. Mais c'est facile d'associer cela. Regardez par exemple. Si je reviens sur le schéma, nous avons la droite D1, vous voyez. L'idée ici pour moi, c'est d'identifier deux droites par lesquelles D1 passe et de voir sur quelle équation est-ce que les coordonnées de cette droite vont vérifier. Regardez par exemple, D1 passe par ce point ici. Donc vous allez voir que D1 passe par le point de coordonnées 0, 2. Il passe par le point de coordonnées 0, 2. D1 passe aussi par le point de coordonnées moins 1, 0. Qu'est-ce que je fais? Je viens donc venir dans chacune de ces équations. Je vais voir, est-ce que ces équations vérifient l'appartenance au point 0, 2? Donc, si pour x égale à 0 et pour y égale à 2, il y a une vérification, ça marche. Si pour x égale à moins 1 et y égale à 0, il y a une vérification, ça marche. Donc, si les deux vérifications marchent avec une équation, alors cette équation, c'est l'équation de la droite D1. Et c'est ce qui nous a permis d'obtenir ceci en premier déjà. Maintenant, pour D2, ce sera la même manipulation. J'ai D2, que voici. Vous voyez que D2 passe par ce point, le point qui est de coordonnées 1, 0. Donc, abscisse 1, ordonnée 0. D2 passe également par ce point-ci, qui est le point de coordonnées 2, 2. Donc, si vous avez la droite qui vérifie l'appartenance à
x égale à 1, y égale à 0 là, et l'appartenant à x égale à 2, y égale à 2, alors ça marche, cette droite, c'est la droite D2. C'est pour cela que nous aurons cette seconde écriture. Maintenant, pour la troisième, c'est le même mécanisme, la droite D3 que voici. On se rend compte qu'elle passe déjà par ce point, le point de coordonnées moins 2, 0. Donc x égale à moins 2, y égale à 0. On voit la droite qui vérifie cela. Elle passe également par ce point-ci, x égale à 0 et y égale à moins 1. Je vais également vérifier. La droite qui va vérifier ces conditions sera tout simplement l'équation de la droite D3. Que voici, tout simplement. Au petit 2, on demande de déterminer les coefficients directeurs des droites D1 et D2. Nous savons que pour déterminer le coefficient directeur d'une droite, on peut utiliser l'équation cartésienne ou l'équation réduite, tout simplement. Qu'est-ce que nous on va faire? On va essayer de trouver l'équation réduite. Le principe de l'équation réduite, c'est, partant de l'équation cartésienne, je dois pouvoir tirer la valeur de y. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons donc trouvé que y égale à 2x plus 2. Même scénario avec D2. On tire également la valeur de y. Y égale 2x moins 2. Lorsque j'ai l'équation réduite, je sais que quoi? Je sais que le coefficient directeur, c'est tout simplement... Le coefficient directeur, c'est tout simplement le coefficient de x dans les deux équations réduites. Nous avons 2 en haut, 2 en bas. Donc les droites D1 et D2 ont pour coefficient directeur 2. Et vu que ces deux droites ont le même coefficient directeur, alors elles sont parallèles. Question 3. On nous demande de déterminer le couple XY de nombres réels vérifiant ce système. D'accord? Nous savons que la méthode requise en troisième est soit la méthode graphique pour résoudre un système de deux équations à deux inconnues. On utilisera soit la méthode graphique, soit la méthode par substitution. Par la suite, nous allons plutôt utiliser la méthode par substitution. Dans notre première équation, nous allons écrire y en fonction de x. Donc, nous allons tirer y dans la première équation. C'est donc ce que nous obtenons ici. Et en donc tiré y dans la première équation, nous allons donc remplacer cette valeur que voici dans cette seconde équation. C'est donc ce que nous allons faire. La seconde équation, c'est x plus 2y égale moins 2. Je remplace donc y par 2x plus 2 et nous obtenons cette écriture sans souci. Nous allons donc la réduire. Après donc réduction de cette écriture, bien sûr, nous obtenons c'est x égale moins 6. Ce qui nous permet facilement d'avoir x égale moins 6 cinquièmes. Ayant donc la valeur de x, je vais donc me rappeler de ma substitution 6, venir donc remplacer x là-dedans par sa valeur et obtenir ainsi la valeur de y qui sera moins 2 cinquièmes. Ainsi, le couple solution de ce système était moins 6 cinquièmes et moins 2 cinquièmes. Nous devons toujours placer en premier lieu la valeur de x. C'est une importance capitale. Si vous mettez d'abord la valeur de y, alors la solution est faussée. On met d'abord la valeur de x et après on met la valeur de y. Et n'oubliez surtout pas que lorsque nous avons un système d'équations, l'ensemble solution se met toujours entre parenthèses. Bien. Maintenant, la partie B qui concerne l'évaluation des compétences. Voici l'énoncé. Suite à une baisse des salaires dans l'entreprise où il est employé, Ateba décide de réduire les consommations d'eau, d'électricité et de gaz de sa famille. Chaque mois, la famille Ateba consomme 80 mètres cubes d'eau de la société Eau pour tous et 385 kWh d'électricité de la société Sonelec. À la fin de chaque mois, Ateba paie une facture d'eau à une facture d'eau et une facture d'électricité. Chacune des deux factures comporte le coût de la consommation augmenté d'une TVA représentant 19,25% du coût de cette consommation. 1 mètre cube d'eau coûte 365 francs CFA et 1 kWh d'électricité coûte 65 francs CFA. Pour diminuer la consommation d'eau, Ateba réaménage un puits dans sa concession. Pour réduire sa consommation d'électricité, Ateba remplace les ampoules incandescentes par des ampoules économiques. La quantité de gaz utilisée par mois est à moins de 24 litres à raison de 550 francs CFA le litre. Pour diminuer cette consommation, Madame Ateba prépare certains mets au feu de bois.
Une étude a montré que 4 litres de gaz utilisés équivalent, lui, à un fagot de bois standard du marché local. La première tâche est de déterminer le volume minimal d'eau en mètres cubes provenant du puits que la famille Ateba doit utiliser pour payer une facture d'eau d'un montant inférieur à 25 000 francs. C'est clair que vous allez vous rendre compte que l'énoncé est un peu long, ce qui nous embrouille un peu, mais nous ne devons pas nous éloigner de l'objectif. Ici, la première tâche concerne l'eau. Qu'est-ce que je sais? Je sais que M. Ateba consomme 80 mètres cubes d'eau par mois et qu'il paye, en plus de la facture liée à la consommation de l'eau, il paye également une TVA qui représente 19,25% du coût de cette consommation. Ça, ce sont les informations qui concernent la première tâche. Je me focalise seulement dessus pour ne pas m'éloigner. Donc, je sais consommation d'eau 80 mètres cubes. Là, on prend ça. Ça, c'est pour l'eau. Coût de la TVA augmenté qui dépend du coût de la consommation, 19,25%. Et qu'est-ce que je sais d'autre? 1 mètre cube d'eau, que voici, coûte 365 francs. Au niveau de la tâche 1, on voudrait connaître le volume minimal d'eau provenant du puits, puisque M. Ateba veut faire des économies, pour qu'il puisse enfin payer une facture d'eau d'un montant inférieur à 25 000 francs. La première des choses, c'est quoi? C'est de déterminer le volume d'eau maximal qu'il devra payer dans la société Eau pour tous pour pouvoir avoir une facture d'un montant inférieur à 25 000 francs. Nous allons supposer que ce volume c'est X. Qu'est-ce que je sais? Je sais que vu qu'un mètre cube d'eau coûte 365 francs, si son volume c'est X, ça veut dire qu'il va payer en tout 365 fois X. Mais ce n'est pas fini. À cela s'ajoute le montant de la TVA. On a dit que le montant de la TVA, c'est 19,25% de la consommation. Donc, nous avons d'abord la consommation au départ, à laquelle va s'ajouter le montant de la TVA, qui est 19,25% de la consommation. Et qu'est-ce qu'on dit? Puisque tout ceci représente la facture à payer, on aimerait que cette facture ait un montant inférieur ou égal à 25 000 francs. C'est donc pour cela que tout ce calcul, on doit le poser étant inférieur ou égal à 25 000 francs. Ça, c'est la première inéquation à résoudre. Parce que si j'ai déjà le montant de l'eau qu'il doit consommer pour payer moins de 25 000, je dois maintenant m'arranger à ce que ce montant puisse être égal aux 80 mètres cubes qu'il consomme normalement par mois dans sa maison. La résolution de cette inéquation nous donne X inférieur ou égal à 57,43 mètres cubes. Ce qui veut dire que le volume maximal que M. Ateba doit consommer venant de la société Eau pour tous est de 57 mètres cubes. Ça, c'est pour être sûr d'avoir une facture inférieure ou égale à 25 000. Mais ce n'est pas suffisant parce que M. Ateba consomme 80 mètres cubes d'eau par mois. S'il doit pouvoir consommer 57 mètres cubes de la société Eau pour tous, il faut donc qu'il puisse compenser pour se retrouver à 80 mètres cubes. Il va donc compenser cette quantité d'eau avec ce qu'il y aura dans son puits. Donc, pour savoir la consommation d'eau provenant du puits, on fait donc les 80 mètres cubes moins 57. Donc, il doit pouvoir puiser 23 mètres cubes d'eau venant de son puits. Et ce sera tout pour cette première tâche. Au niveau de la seconde tâche, nous devons déterminer la consommation minimale des ampoules économiques en kWh, bien sûr, pour que la famille Ateba paie une facture d'électricité d'un montant inférieur à 26 000. Vous voyez qu'on est presque dans le même principe que celui de l'eau, sauf qu'ici maintenant cela concerne les ampoules. Nous allons bien sûr revenir à l'énoncé, cette fois-ci concernant la consommation d'électricité. Qu'est-ce que nous savons? Monsieur Ateba par mois doit consommer 385 kWh d'électricité. Ça, c'est la première information. La seconde, c'est qu'à cette consommation d'électricité, il y a aussi l'augmentation de la TVA qui est toujours de 19,25% du coût de la consommation. Deuxième information. Et la troisième, c'est quoi? C'est que 1 kWh d'électricité coûte 65 francs.
Ça veut dire que je dois pouvoir trouver le montant maximal qu'il doit consommer à payer à Sonelec et maintenant voir comment compenser cette consommation avec les ampoules économiques. Donc, on revient à notre tâche. On va donc pour considérer X comme étant le montant maximal, comme étant la consommation maximale venant de la société Sonelec. On aura dans l'inéquation 65Y parce que si M. Ateba consomme Y kWh qui est le montant maximal, il va payer 65 fois Y puisque 1 kWh d'électricité coûte 65 francs. À cela, nous allons également ajouter la TVA qui est 19,25% de la consommation de 65Y. Cette somme-ci devra toujours être inférieure ou égale à 26 000 parce qu'il veut consommer moins de 26 000. La résolution de cette inéquation nous donne donc Y inférieur ou égal à 335,42 kWh. Donc, la consommation maximale à l'unité près est de 335 kWh. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que en un mois, M. Ateba doit pouvoir consommer 385 kWh. Donc, la consommation que doivent compenser les ampoules économiques est donc de 385 moins 335, soit 50 kWh, ce qui sera tout pour cette deuxième tâche. Bien. À la troisième tâche, nous devons déterminer le nombre minimal de fagots de bois que la famille Ateba doit utiliser pour payer la facture de gaz d'un montant inférieur ou égal à 7 000. Bien. Qu'est-ce que nous savons concernant le gaz? Nous allons encore retourner sur l'énoncé. Concernant le gaz, nous savons que la famille Ateba utilise en moyenne 24 litres de gaz par mois à raison de 550 francs le litre. D'accord? Et nous savons également qu'une étude a montré que 4 litres de gaz utilisé est équivalent à un fagot de bois. Donc nous devons d'abord trouver le montant maximal de gaz que la famille Ateba pourra utiliser. Maintenant, découvrir la quantité qui manque et voir comment les fagots de bois pourront compenser cela. Vu que 1 litre de gaz coûte 550 francs, nous allons donc poser pour cette troisième tâche, nous allons poser Z comme étant la consommation maximale de gaz. Vu que 1 litre de gaz coûte 550 francs, donc nous aurons dans l'inéquation 550Z inférieur ou égal à 7000. Vous allez vous rendre compte que pour le gaz, il n'y a pas de TVA. Donc, il n'y a pas besoin d'ajouter quelque chose. Cette donc inéquation nous permettra d'avoir Z égale 12,72 litres. Ce qui n'est pas suffisant parce que cette famille consomme 24 litres de gaz par mois. Donc, la quantité de gaz à satisfaire donc qui va rester est de 11,28 litres. Bien. Maintenant, il est question pour nous de calculer ces 11,28 litres-là correspondent donc à quelle quantité de bois. Nous allons donc passer tout simplement à une règle de 3. Donc, puisque 4 litres correspond à un fagot de bois, 11,28 litres vont correspondre à quelle quantité de fagot de bois? Cette division, donc 11,28 divisé par 4 après la règle de 3, nous permet d'avoir 2,88. Là, nous devons faire une majoration qui sera donc proportionnelle à 3 fagots de bois par mois. Donc, la famille Ateba devra consommer 3 fagots de bois pour avoir une facture de gaz d'un montant inférieur à 7 000 francs CFA. Donc, le nombre de fagots de bois que doit utiliser la famille Ateba pour payer une facture de gaz d'un montant inférieur à 7 000 francs CFA est 3. Et ce sera donc tout pour cette épreuve BPC session 2021. Merci déjà pour votre aimable attention. Retrouvons-nous dans nos prochaines vidéos et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Nous attendons vos différentes observations et questions en commentaire. Ciao, ciao.